Haïti vient de vivre son mondial. 3 matchs, 0 points, une élimination dès la phase de groupe. Et pourtant, en regardant ce qui s'est passé dans les autres groupes, difficile de ne pas se poser des questions. Difficile de ne pas regarder ce que la République démocratique du Congo a accompli, ce que le Cap-Vert a réalisé, et de se dire qu'il manquait quelque chose à ces grenadiers. Pas dans le talent, pas dans l'engagement, mais peut-être dans les choix, peut-être dans la stratégie, peut-être dans la vision du sélectionneur. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, et on va le faire avec des faits, avec des chiffres, avec du concret. Bienvenue sur Passion Foot. Commençons par poser les bases. Haïti revenait sur la scène mondiale après 52 ans d'absence. 52 ans. La dernière fois, c'était en 1974 en Allemagne de l'Ouest. Une génération entière, 2 générations même, avaient vécu sans voir les Grenadiers jouer une Coupe du Monde. Alors, quand la qualification a été validée en novembre 2025 avec cette victoire contre le Costa Rica et ce 2-0 contre le Nicaragua, c'était déjà historique. Migny avait réussi quelque chose d'exceptionnel pendant les qualifications. Le groupe avait terminé premier de sa poule CONCACAF devant le Honduras et le Costa Rica. 20 buts marqués, 13 encaissés. Une vraie dynamique. Et puis arrive le tirage au sort. Groupe C, Brésil, Maroc, Écosse. Sur le papier, c'est le groupe de la mort pour une équipe comme Haïti. Personne ne s'attendait à des miracles. Mais justement, et c'est là où la comparaison avec d'autres nations devient intéressante, on n'attendait pas non plus de miracles du Cap-Vert ou de la RD Congo. Regardons ce que le Cap-Vert a fait. Première participation à une Coupe du Monde. Jamais joué ce niveau de compétition. Groupe H avec l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. L'Espagne, championne d'Europe. L'Uruguay, double championne du monde historique. Personne ne donnait une chance aux requins bleus. Et pourtant, nul contre l'Espagne, match nul contre l'Uruguay. Résultat positif contre l'Arabie Saoudite. Invaincu en phase de groupe. Qualifié pour les 16e de finale. C'est l'une des histoires les plus folles de cette Coupe du Monde 2026. Un archipel de 500 000 habitants qui se qualifie pour la phase éliminatoire lors de sa première apparition mondiale. Et maintenant, ils vont affronter l'Argentine en 16e de finale. Lionel Messi et compagnie pour une première en Coupe du Monde. Chapeau. Et la RD Congo. Pareil, retour au mondial après 52 ans, exactement comme Haïti. Groupe K avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, les Léopards arrachent un nul 1-1. Yohan Wissa qui égalise à la toute dernière minute de la première mi-temps sur corner. Face à la Colombie, ils tiennent encore. Et au 3e match, ils renversent l'Ouzbékistan 3-1 avec un doublé de Wissa. Résultat, la RD Congo se qualifie pour les 16e de finale parmi les meilleurs 3e avec une différence de but favorable. Ils vont jouer l'Angleterre le 1er juillet. Historique. Alors on pose la question qui gêne. Haïti avait-elle moins de talent que le Cap-Vert ou la RD Congo? Objectivement, non. Objectivement, l'effectif haïtien était probablement sur le papier l'un des meilleurs qu'ait jamais eu le pays. Jean-Rickner Bellegarde à Wolverhampton en Premier League. Wilson Isidore à Sunderland en Championship, auteur d'une saison convaincante. Hannes Delcroix avec une solide expérience européenne. Johnny Placide, 38 ans, 81 sélections. Un des gardiens les plus expérimentés du continent américain. Carlen Sarkus qui avait brillé en qualification. Et des jeunes comme Lenny Joseph, Ruben Providence, Josué Casimir. Ce n'était pas un groupe de circonstances, c'était une vraie équipe. Alors pourquoi 0 point? La première réponse, la plus honnête, c'est le niveau du groupe Brésil, Maroc, Écosse. Ce n'est pas n'importe quoi. L'Écosse qualifiée pour la première fois depuis 1998 avec un groupe autour de McTominay, Robertson, Adams. Le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022 avec Hakimi, Saibari, Raimi. Et le Brésil de Vinicius Junior et Mateus Cunha. Même avec une excellente version d'Haïti, passer dans ce groupe demandait des circonstances favorables et des performances presque parfaites. On ne peut pas ignorer cette réalité. Mais la réalité ne suffit pas à tout expliquer. Parce que les choix de Sébastien Migné posent de vraies questions et il faut en parler directement. Regardons le premier match. Haïti contre l'Écosse au Gillette Stadium de Boston, c'est le match que tout le monde attendait. Sur les 2 équipes présentes, c'était la plus accessible. Pas une équipe de même niveau que le Brésil ou le Maroc. Une Écosse solide, organisée, avec la génération McTominay, mais pas imbattable. Et pour Haïti, c'était sans doute le seul match où un résultat était réellement possible.
Migné aligne un 4-4-2 avec Placide dans les buts, une défense à 4 avec Arcus, AD, Delcroix et Expérience. Au milieu, Bellegarde, Jean-Jacques, Didson, Providence. Et devant, Wilson Isidore et Franz Di Piero. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'absence de Lenny Joseph dans le 11 de départ. Ce garçon venait de claquer un but lors du match de préparation contre la Nouvelle-Zélande. Il terminait une saison correcte avec Ferencváros en Hongrie. Il est avant-centre de formation, 25 ans, dans une belle dynamique. Et Migné le laisse sur le banc au coup d'envoi du match le plus important de l'histoire récente du football haïtien. À la place, il choisit Franz Di Piero, qui joue en Turquie à Çaykur Rizespor. Un joueur moins en vue, moins dans la forme du moment. Ce choix est discutable. Et les chiffres le confirment parce que Haïti finit ce match à 51% de possession de balle, 15 tirs au total selon les données publiées après la rencontre, mais aucun but. Généreuse mais trop imprécise dans les derniers mètres, selon la formule officielle de la FIFA. Perdent 0-1 sur l'unique but écossais. Le match contre le Brésil. Là, Migné maintient Isidore dans le 11, mais toujours en binôme avec Josué Casimir. L'équipe prend 3-0 en première mi-temps. Cunha double en 36 minutes. Vinicius ajoute un troisième juste avant la pause. La rencontre est pliée avant le repos. En deuxième mi-temps, Haïti essaie de réagir. Alisson repousse une tentative de la tête sur corner à la 63e minute, mais les occasions restent rares, 0,25 XG au total. C'est insuffisant. La pression de jouer le Brésil et de ne pas régresser tactiquement a visiblement pesé. Mais la vraie question reste, pourquoi Lenny Joseph n'est toujours pas titulaire ? Ce garçon est un attaquant de surface, capable de peser physiquement sur les défenses, de faire des appels dans la profondeur. Et face au Brésil, qui aime jouer haut et peut laisser des espaces, cet apport aurait été précieux. Et puis vient le troisième match, le Maroc. Haïti déjà éliminé, mais rien à perdre. Et là, quelque chose se passe, quelque chose qu'on aurait voulu voir avant. Migné aligne enfin Isidore et Lenny Joseph ensemble en attaque. Il comprend qu'il n'a plus rien à perdre. Et devinez ce qui se passe. Dès la 10e minute, Lenny Joseph provoque un but contre son camp de Bounou d'une talonnade après un excellent débordement de Jean-Kévin Duverne sur le côté droit. Premier but haïtien dans ce mondial. La diaspora à Atlanta explose. Et à la 43e minute, Wilson Isidore, déjà bien dans son match, décoche une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface qui va se loger dans la lucarne de Bounou. 2-1 pour Haïti. Wilson Isidore noté 7 sur 10 dans les journaux après la rencontre. Lenny Joseph, pareil. Le duo fonctionne, le duo produit, et ça tombe bien trop tard. Haïti va ensuite encaisser 4 buts, 4-2 défaite finale. Le Maroc est trop fort collectivement en seconde période. Mais ce match nous dit quelque chose d'essentiel. Quand Migné laisse ses deux meilleurs attaquants jouer ensemble, il se passe des choses. Et cette question de la complémentarité entre Isidore et Joseph mérite vraiment d'être posée à voix haute. Pourquoi avoir attendu le troisième match, quand l'élimination était déjà actée, pour essayer cette association ? Pourquoi ne pas avoir fait confiance à ce duo dès le premier match contre l'Écosse, le match qui comptait le plus ? On peut pousser encore plus loin. Il y avait dans cette sélection un joueur dont l'utilisation reste largement incompréhensible, Dominique Simon. Formé au PSG, passé par l'Estonie, la Géorgie, la République tchèque, actuellement en première division slovaque avec Tatran Prešov. Sa sélection avait surpris beaucoup de monde au moment de l'annonce de la liste des 26. Migné lui-même l'avait présenté comme une décision forte, assumée. Ce milieu de terrain de 25 ans apportait de la créativité, de la technique dans l'entrejeu, un profil différent des options déjà présentes. Et durant ce mondial, il n'entre qu'en cours de jeu lors du troisième match à un quart d'heure de la fin, alors que le score est déjà de 3-1 pour le Maroc. Son seul vrai moment de visibilité, c'est un centre parfait sur corner pour la tête de Bellegarde qui frôle le but. Ce n'est pas grand-chose comme temps de jeu pour quelqu'un qu'on avait vanté comme une des grandes surprises de la liste. Soit Simon était moins prêt que Migné ne le pensait, soit Migné ne lui a pas fait confiance au moment où il aurait pu lui donner sa chance. Ce qu'on voit se dessiner, c'est un entraîneur qui a réussi quelque chose d'historique pendant les qualifications, avec un bloc défensif compact, difficile à manœuvrer, qui concédait peu. Mais au mondial, face à des équipes de meilleur niveau, ce système ultra prudent a montré ses limites. Le 4-4-2 plat, très défensif, sans pressing haut, sans vrai pressing offensif organisé, a rendu Haïti facile à lire pour ses adversaires. L'Écosse sait exactement comment les gérer. Le Brésil en profite dès la première mi-temps. Et même le Maroc, malgré les 2 buts encaissés, finit par s'imposer parce que la deuxième mi-temps tourne au sens unique.
Ce qu'ont fait le Cap-Vert et la RD Congo de différent, c'est d'abord l'audace dans le plan de jeu. Boubista avec le Cap-Vert a construit quelque chose de tactiquement très précis. Un bloc bas, certes, mais avec une organisation collective quasi parfaite, des duels gagnés et surtout Vozinha dans les buts qui a été monstrueux. Et surtout, les requins bleus ont su lire les matchs en cours de partie, ajuster, tenir. La RD Congo avec des arbres a fait pareil. Ils ont su souffrir contre l'Ouzbékistan, encaisser le premier but, puis renverser la situation avec Yohan Wissa, un attaquant de classe mondiale qui joue en Premier League et qui a fait la différence exactement au moment où son équipe en avait besoin. La capacité à utiliser le meilleur joueur offensif dans le moment décisif. Et c'est là où le bas blesse avec Migné. Wilson Isidore est clairement le meilleur élément offensif de l'équipe. Son but contre le Maroc en est la démonstration, une frappe technique, puissante, décisive. Mais pendant 2 matchs, il a été flanqué de partenaires qui ne lui correspondaient non pas vraiment dans un système qui ne valorisait pas ses qualités. Isidore est un attaquant rapide dans les espaces, capable de faire des appels en profondeur, mais aussi de décrocher pour participer au jeu. Il a besoin d'un partenaire complémentaire. Et ce partenaire, c'est Lenny Joseph, un avant-centre de surface, 1,82 m, présent dans la surface, bon de la tête, qui peut être le pivot pendant qu'Isidore attaque l'espace. Ça, Migné a mis 3 matchs à le comprendre, ou à l'accepter. L'autre question qui va se poser maintenant, et elle est lourde de sens pour l'avenir, c'est celle du bilan global de Migné. Il a fait la qualification, et c'est immense. On ne peut pas lui enlever ça. Mener Haïti à sa 2e Coupe du Monde en 52 ans, c'est un monument dans l'histoire du football haïtien. Mais le mondial lui-même, avec 0 point et des choix qui se sont avérés contre-productifs, laisse des doutes. Et dans ce contexte, des noms commencent à circuler pour la suite. Aliou Cissé, notamment, l'ancien sélectionneur du Sénégal avec lequel il avait atteint la Coupe d'Afrique des Nations 2019, puis l'avait remportée en 2021 avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un entraîneur habitué à gérer des équipes de nations émergentes sur la scène internationale, habitué à construire des collectifs ambitieux. Mais on est encore dans la spéculation. Ce qui est certain, c'est que Haïti repart de ce mondial avec 2 buts marqués, tous dans le dernier match et une question structurelle sur la table. Ce groupe de joueurs a du potentiel. Pas juste du potentiel pour participer, mais du potentiel pour offrir un plus gros challenge. Bellegarde a encore quelques belles années devant lui. Isidore est en pleine montée en puissance, 25 ans. Lenny Joseph arrive à un âge où un attaquant commence à donner sa pleine mesure. Les défenseurs comme AD et Expérience vont progresser. La base existe. Maintenant, il faut savoir quoi en faire. Parce que le Cap-Vert l'a montré, la République démocratique du Congo l'a montré. On n'a pas besoin de jouer au Barça pour passer la phase de groupe d'une Coupe du Monde. On a besoin d'une identité de jeu claire, d'un bloc solide, d'un ou 2 joueurs capables de faire la différence dans les grands moments et d'un entraîneur qui fait les bons choix au bon moment. La RDC avait Wissa, le Cap-Vert avait Vozinha, Haïti avait Isidore et Joseph. La différence, c'est peut-être que leurs sélectionneurs l'ont su dès le début. Ce mondial 2026 ne sera pas oublié par les Haïtiens. Le stade d'Atlanta rempli de la diaspora, ce premier but de Lenny Joseph, cette frappe de Wilson Isidore dans la lucarne. Ces images resteront. Mais elles auraient pu être accompagnées d'au moins 1 point, peut-être 2, si certaines décisions avaient été différentes. Et c'est ce qui rend tout ça légèrement amer. Non pas parce qu'on attendait une finale, non pas parce qu'on rêvait d'un exploit impossible, mais parce que l'équipe haïtienne avait les ingrédients pour faire un peu mieux et qu'on ne les a pas tous utilisés au bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner.